Bonjour à tous, je suis Estelle Mosselli et je suis une combattante. D'être là aujourd'hui pour ce deuxième podcast. Le premier était Christian Billy et j'ai l'honneur aujourd'hui de recevoir Estelle Mosselli. Et j'aimerais dire un petit mot déjà avant de commencer, c'est que la remercier de sa présence parce qu'elle est en pleine préparation, Estelle est en pleine préparation et tu as quand même accepté de venir et on sait comment peuvent être les préparations, surtout quand on arrive en fin de préparation comme ça, entre gérer les enfants, gérer l'organisation, le régime et tout ça, et prendre le temps de venir répondre à mes questions, ça me fait vraiment plaisir et ça me touche beaucoup. Avec plaisir, c'est parce que c'est toi. Hein. Merci, merci. Alors, une brève présentation d'Estelle. Donc, Estelle, 33 ans, 1m68, née à Créteil. Elle a pratiqué la danse, la natation et le patinage artistique. C'est pas mal déjà. Ton club formateur, c'est le Restart Champigny. C'est là-bas que tu as commencé. Tu as débuté la boxe à 12 ans. Et ce qui t'a fait commencer la boxe, c'est la télé. Apparemment, tu as regardé la boxe à la télé et ça t'a motivé, ça t'a donné envie de faire de la boxe. C'est rare, ça, en général. Quoique, on s'attache souvent à un personnage, mais rarement en voyant la boxe à la télé. C'est pas souvent. En matière de palmarès, tu as été championne du monde en 2016. Ensuite, championne olympique. Alors, ça, c'est le gros. Hein. Je ne vais pas tout détailler, sinon on en aurait pour 15 heures. Championne olympique à Rio en 2016. Ensuite, tu es passé pro en 2018. Et ton palmarès professionnel, c'est 11 combats, 11 victoires et une victoire par KO. Et aujourd'hui, tu es championne du monde IBO dans la catégorie des légères ou super légères. Légères. Légère. Légères, c'est ça. Ouais. Donc, le dernier combat, la dernière fois que tu es monté sur un ring, c'était lors des Jeux Olympiques de Paris en 2024, le 27 juillet 2024. Et ton prochain combat est prévu le 30 octobre 2025. C'est-à-dire, on est le 13 aujourd'hui, dans un peu plus de 15 jours. Ouais, Et ce combat aura lieu à Kinshasa. exactement. Un endroit très important puisque c'est le pays de tes origines, des origines de ton père. Et donc, je pense que tu attaches une importance particulière à aller boxer à Kinshasa. Complètement. La première question, Estelle, c'est comment te sens-tu? Très bien, je me sens très bien. Je suis en pleine préparation, comme tu l'as dit. Mais tout se passe pour le mieux jusqu'à présent. Et puis, à la fois là, dans le temps présent, puisque, comme tu l'as dit, il y a un combat bientôt, donc je suis en prépa. Mais dans un temps plus large, c'est ma dernière année. Donc, je me sens bien en phase avec aussi cette décision de faire une grosse année et d'y mettre un terme voilà, l'année prochaine, mettre un terme à cette carrière. Donc, mine de rien, c'est pas rien que d'aborder une année en se disant c'est ma dernière année. Parce que quand on a pratiqué une discipline depuis l'âge de 12 ans, donc ça fait combien de temps? Ça fait quasiment plus de Ça fait plus de 20 ans. 20 ans, plus de 20 ans que tu pratiques la boxe. Et, alors, même s'il y a eu des coupures, parce que la maternité et tout ça, se dire que j'entame ma dernière année. Donc, c'est une année de quoi? De plaisir, où on assimile les choses différemment, où on se dit je lâche les chevaux. Je lâche les chevaux. C'est vrai? Ouais, Et lâcher les chevaux, c'est sur la préparation, aussi sur ta façon de boxer. sur absolument tout. Je ne laisse rien au hasard. Je me nourris de mes 20 ans d'expérience, de mes 15 ans de haut niveau, pour que ce soit la meilleure année. Et il y a une fin. Alors c'est plus facile, parce que le sport de niveau, c'est dur. Et quand on se dit, oh, il y a encore 2, 3 ans, 4 ans et qu'on ne voit pas la fin, je pense que je ne suis plus prête à ça, à ne plus voir la fin. Mais de me dire qu'il y a une fin, que c'est un an, ça me motive encore plus. Et c'est vrai que quand on pratique le haut niveau, on se met des objectifs, être champion du monde, être champion olympique. Et à chaque fois, tu les as atteints, ces objectifs, mais c'était c'était des objectifs intermédiaires. Ouais. Parce que quand tu es champion olympique, tu dis, bon, je vais passer pro. Et ensuite, j'ai envie de devenir champion du monde professionnel. Et ensuite, à chaque fois, c'est jamais vraiment la fin. Et là, au regard de ton palmarès et de ton parcours, te dire qu'effectivement, c'est la dernière année, la dernière année. Et quand tu dis que tu vas lâcher les chevaux, je suis vraiment impatient, moi, de te voir sur le ring. Alors, on parlera après de technique tout à l'heure et ce que je pense, moi, de ta façon de boxer, et ce que tu es, ce que tu as véhiculé sur le ring. Et on en parlera, mais je suis impatient de te voir lâcher les chevaux. Et quand on dit lâcher les chevaux, pour quelqu'un comme toi, c'est pas lâcher les chevaux, genre je vais mettre plus d'intensité. C'est que quand on est sur le ring, on se pose tout un tas de questions qui peuvent nous bloquer parfois. Et le fait de se dire que c'est ma dernière année et que je me fais plaisir et que tous mes combats que je vais faire maintenant, que je vais délivrer cette année, seront les derniers, bah forcément, ça influe aussi un peu. Et l'influence, et tu m'en diras après,
elle est liée aussi peut-être aux enfants. Le fait que mes enfants vont me voir pour la dernière fois boxer et voler sur le ring, je sais que tu attaches beaucoup d'importance, on en a parlé hors caméra, ça va forcément influer aussi ton approche du combat. Et ça me permet de poser une question un peu en avance, qui n'est pas liée à ça, mais euh, quelle est ton approche du combat, de manière générale? Quand tu débutes un combat, quand tu vas aborder un combat, quand tu es dans le vestiaire déjà, comment ça se passe? Il faut que je sois sereine. Si je suis pas sereine, ça va pas. C'est qu'il y a un problème. J'aime bien faire avant un combat comme si c'était avant un entraînement, mentalement, pour me relâcher au maximum, pour pouvoir monter sur le ring sans stress, sans avoir les jambes coupées, sans avoir tout ça. Euh, J'aborde en général assez bien cette phase du combat, parce que la phase de préparation, d'échauffement, c'était déjà dans le combat finalement. Mais j'aborde assez bien ça. Euh, et après, il y a deux choses, parce qu'il y a la façon de monter sur le ring en amateur, la boxe olympique, et la façon de monter sur le ring en professionnel. Et c'est en revenant sur la boxe olympique que je me suis rendu compte que je montais absolument pas de la même façon. La boxe olympique, j'ai refait un comeback pour les Jeux de Paris. Et je me suis dit, en fait, c'est cool la boxe. C'est pour ça que j'en faisais, parce que c'est cool. C'est bien, c'est fun, voilà, c'est le jeu. Mais la boxe pro, c'est pas le jeu. Alors, c'est très important ce que tu dis, hein. On est parti pas dans tous les sens, mais la question que j'ai posée là, elle était prévue après, parce que je parle de la genèse déjà, de quand tu rentres dans une salle de boxe, mais c'est pas grave, on va continuer là, parce que c'est vachement important. Ce que tu dis, c'est que quand tu es revenu, donc t'as tes 11 combats professionnels, et quand tu es revenu dans les girons amateurs pour préparer les Jeux Olympiques de Paris 2024, tu as trouvé la boxe amateur, olympique, même de haut niveau, plus cool que la boxe professionnelle. Oui. D'accord? Dans quoi? Dans la dureté, dans l'organisation, dans quoi? Dans la dureté du combat. Et du coup, c'est pas du tout la même façon d'aborder le combat. Parce que quand je boxe en amateur, je suis dans le jeu. Elle n'arrivera pas à me toucher, je serai plus rapide qu'elle. Voilà, c'est surtout ça. Et quand je monte en pro sur le ring, j'espère que je vais pas ressortir blessée. J'espère qu'elle va pas me toucher là. J'espère que je vais pas être sonnée et que je vais réussir à appliquer sur les 10 rounds, parce qu'en général, voilà, c'est sur 10 rounds que je boxe, bah, tout ce que mon coin me dira et que je serai lucide à la fin. C'est pas du tout le même état d'esprit. D'accord. Il y a la notion de risque sur le pro qui est hyper présente sur l'avant-fight, sur la phase d'échauffement et même sur le chemin qui me mène au ring. Et cette phase de risque, elle n'est pas du tout présente en amateur. Qui est due à quoi? Cette phase de risque dont tu parles, de dangerosité, Oui. due à quoi? Au matériel, au nombre de rounds, au nombre de... À quoi? Elle est due à la longueur du combat. Elle est due au fait que je n'ai pas de casque et que les gants sont plus petits. Pour le coup, je trouve que ça fait beaucoup plus mal. Et puis voilà, on n'a pas de casque, donc il y a des chocs de tête parfois aussi. Voilà, vraiment Bien au sûr. risque lié au combat. Ouais. Le fait de combattre face à une personne, bah, ça implique parfois des blessures. Et là, je trouve qu'on est bien plus dans le côté combat en Oui. professionnel. D'accord. Donc cette phase, cette notion de combat, de fight, Mm. est plus important et plus prégnant Oui. dans le monde professionnel, parce qu'effectivement, ça dure plus longtemps, on peut prendre du coup. Et avant de monter sur le ring, est-ce que tu ressens, c'est quelle peur? La peur de la blessure, la peur de mal faire, la peur de la douleur, Je n'ai pas de peur. Je n'ai pas de peur. Je ne l'appréhension? pourrais pas dire que... Ouais, j'ai l'appréhension de la blessure. D'accord. Et de la douleur, j'ai pas l'appréhension parce que je sais que j'aurai mal. Donc ça veut dire que tu te prédisposes déjà à avoir mal. Oui, je sais que je Tu vais sais avoir que tu vas mal. avoir mal déjà. Je Donc, sais que quand je fais un combat professionnel, pendant 2 semaines, j'ai mal partout. Ça, je le sais. Mais j'espère que je ne serai pas blessée. Et j'ai beaucoup de mal avec la blessure, moi. La D'accord. blessure physique, la blessure au visage, tout ça, c'est des choses avec lesquelles j'ai du mal. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je limite aussi ma carrière professionnelle et que je me dis que c'est ma dernière année, parce que je sais pertinemment que je ne suis pas dans le même état d'esprit que d'autres boxeuses. Quand je vois aujourd'hui les combattantes, les boxeuses, j'ai l'impression qu'elles n'en ont rien à faire de cet aspect-là. Et moi, c'est quelque chose auquel je suis assez sensible. D'accord. Et je l'ai compris quand je me suis cassé le nez. D'accord. Donc
Alors, on part un peu dans tous les sens, mais il y a plein de questions qui arrivent, qui étaient sur cette après, mais c'est pas grave. Et donc, tu as pris conscience au moment où tu t'es cassé le nez sur un sparring, c'est ça, hein, en préparant les jeux, que cette notion de blessure pouvait te perturber. Oui. Et tu y as attaché beaucoup d'importance. Et donc, tu as l'impression, quand même, il y a deux questions dans cette question. Tu as l'impression, quand même, déjà, le nez qui est cassé et la prise de conscience. Et tu as l'impression que les boxeuses de maintenant ne sont pas aussi, ne prennent pas conscience de la blessure. Elles en tiennent pas compte. Elles en ont rien à faire, je pense. Mais pourquoi Parce que on n'a pas la même vie. Parce que la boxe évolue peut-être aussi. La boxe féminine. Je sais pas. Tu vois, tout à l'heure, c'est pour ça que même si on part un peu dans le sens où tu es lié, tu me parlais de mes enfants, etc. Moi, j'en ai pris conscience parce que, en fait, quand on me casse le nez, déjà, c'est moi qui organise. Donc, il y a des enjeux financiers. Il se trouve que je boxe pas, donc il faut rattraper des choses professionnellement parlant, etc. Je vis de la boxe, hein, c'est mon métier. Et puis derrière, je me fais opérer. Et en fait, pendant 10 jours, je suis dans le canapé. Je ne peux pas emmener mes enfants à l'école. Et mes enfants, ils me regardent comme ça. Ils débarquent. J'ai un plâtre sur le nez. Limite, j'ai l'impression qu'ils sont traumatisés. Ils me demandent si je vais pouvoir encore boxer ou si c'est fini. Tu vois. Et en fait, tout cumulé, je me suis fait opérer 3 fois en moins de 4 mois après ma blessure. Et donc, tout cumulé, j'ai dû passer 1 mois dans mon canapé sans dormir et sans emmener mes enfants. Et ça, je ne suis pas prête. Je ne suis pas prête à ce qu'ils voient leur maman blessée gravement. Je ne suis pas prête à pas assumer mon rôle de mère parce que, en fait, mon travail est un métier à risque. Je ne suis absolument pas prête à ça. Voilà. Et je pense que c'est lié, du coup, à ma façon de vivre aujourd'hui. Peut-être que... je n'aurais pas dit la même chose il y a 10 ans, mais je l'ai vécu aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que je n'accepte pas. Il y a une espèce de... Pas de contradiction, mais il y a cette prise de conscience liée à cette blessure qu'il y a eu. Et il y a aussi cette dernière année où tu es censé lâcher prise et te faire plaisir. Donc on a dit tout à l'heure que lâcher prise et se faire plaisir, c'est pas forcément mettre de l'intensité dans le combat, mais aborder les choses différemment. Et donc, cette blessure t'a fait te rendre compte que tu n'étais pas comme les autres boxeuses. Qui, je pense, moi, peut-être, ou je me trompe peut-être, mais je pense, donne autant d'intensité parce que la boxe féminine est en train d'exploser aujourd'hui. Et celles qui sont là ont à cœur de montrer qu'elles sont capables de faire aussi comme les hommes, donner autant de générosité que les hommes ont donné sur le ring pendant des années. Et donc, c'est ça aussi. Et toi, avec ton recul et ta maturité, et puis ton rôle de maman aussi, tu te rends compte que ce qu'elle donne, tu ne pourras pas le donner. Tu ne pourras pas donner autant parce que cette blessure au nez, ce nez cassé, t'a permis de te rendre compte que dans ta vie de maman, de femme aussi, il y avait un blocage. Et à un moment, tu t'es peut-être posé la question de savoir quel chemin tu voulais prendre, en fait, c'est ça ? Oui, complètement. Et donc, tu as décidé de prendre le chemin où je ne donne pas autant, je donne ce que je peux, mais la priorité, bien sûr, sont tes enfants. Oui, je me préserve et puis j'ai fait aussi un point sur moi-même, sur ma vie, sur ma carrière. Et j'estime que j'ai eu des belles victoires dans ma vie et que maintenant, il est temps d'aborder la suite. C'est ça. En fait, c'est une question de timing aussi. C'est pas, tu as l'impression d'avoir aussi assez donné. Hein. C'est pas comme si tu débutais et tu faisais ce choix-là. Et puis, mais alors, quand on écoute ce que tu dis, le plus important, c'est le rôle de maman, en fait. Si tu n'avais pas été maman, tu aurais abordé les choses différemment. Complètement. Ouais. Et c'est là où je vois que ça a eu un impact. Parce que tu vois, souvent, on m'a dit, quand je suis passée pro, notamment en 2018, il faut savoir que j'avais déjà, du coup, mon premier garçon. Et on m'a dit, oui, ça te fait quoi de monter sur le ring ? Tu as l'impression de boxer pour tes enfants ? Et j'ai toujours dit, pas du tout. Je boxe pour moi, en fait. Je n'ai rien à voir avec mes enfants. Mes enfants, ils sont à la maison. Et moi, quand je boxe. C'est mon truc à moi. Et tu vois, depuis 2 ans, mon discours a changé dans le sens où ça a un impact. Je sens que, je ne sais pas si avant ça n'avait pas d'impact et maintenant ça en a. Peut-être que je ne me rendais pas compte, mais aujourd'hui, je sens que ça a un impact réel. La maturité aussi. Peut-être, et peut-être être maman d'un enfant et être maman de 2 enfants, c'est pas pareil aussi. Complètement, peut-être. Et puis on l'a dit, tu as 33 ans, tu n'es plus Estelle qui sortait des Jeux Olympiques et qui avait 24 ans. Déjà à l'époque, ça fait quasiment plus de 10 ans. Et qui était encore dans la force de l'âge, qui avait des envies. Et aujourd'hui, tu as une maturité, tu as entrepris, tu as fait des choses et forcément, ça t'oblige à te poser des questions aussi différemment. Et par rapport à tout ça, à cette prise de conscience,
j'aimerais orienter ça sur la douleur. Tu as parlé de faire mal, que la boxe professionnelle faisait plus mal. Du fait du matériel, des bandages durs, du fait que les rounds sont plus longs et du fait qu'on boxe sur des rounds plus importants, donc forcément cette mise en danger. À quel moment, toi, la première fois, tu as eu mal? Parce que quand tu as commencé la boxe à 12 ans et que tu es rentré dans cette salle et que tu as commencé à faire de la boxe éducative à l'époque et que tout doucement tu as gravi les échelons, est-ce que dans toute cette carrière et même de haut niveau, il y a un moment tu as pris un coup qui t'a fait mal, qui t'a marqué à ce moment-là? Le premier coup qui m'a sonné, on ne fait pas attention, hein, réellement. On s'habitue au coup. On s'habitue au coup. Et j'ai envie de te dire, c'est comme, j'ai un parallèle à faire. Tu vois, quand tu vas dans des parcs d'attractions. Oui. Quand tu es jeune, tu fais les parcs, les attractions qui font le plus peur. Ça tourne dans tous les sens. C'est pas grave. Moi, j'étais comme ça. Plus ça faisait peur, mieux c'était. Maintenant, je peux pas. Ça, c'est impossible. C'est vrai. Et surtout maintenant que j'ai des enfants, je me suis rendu compte de ça après mon premier enfant. J'ai dit, alors là, ça va pas être possible. Je ne supporte plus ce genre d'émotion, tu vois. Peut-être parce que justement, tu as des responsabilités. Tu te dis, mais attends, il m'arrive quelque chose inconsciemment. Tu te dis, s'il m'arrive quelque chose, mon enfant il est tout seul. Qu'est-ce qui se passe, tu vois? Donc, je pense qu'il y a tout ça qui fait que tu supportes de moins en moins les choses. Donc, je pense qu'aujourd'hui, j'ai plus de souvenirs de choses qui m'ont fait mal après les 24 ans qu'avant. D'accord. Mais avant les 24 ans, il y a la première fois que je me fais sonner, ça, je me rappelle, parce qu'en plus, c'était mon premier championnat du monde. Championnat du monde, non, avant le championnat du monde. Est-ce que j'ai été? Si, j'ai été au championnat du monde. Tu étais encore C'était amateur. Aldo Costantino, exactement, qui m'entraînait à cette époque-là. Et c'est le championnat du monde qualificatif pour les Jeux Olympiques 2012. Et c'est le combat que je perds, qui aurait pu m'amener aux Jeux Olympiques 2012. D'accord. Et c'était contre une fille du Tadjikistan. D'accord. Et elle me sonne. Et elle me sonne, mais le combat continue, mais c'est la première fois que je suis sonnée, tu vois. Donc pour le coup, je me rappelle. Et tout le truc autour aussi, je me rappelle, parce que je sais que Aldo était hyper stressé que je rencontre cette fille. Ouais. Déjà, avant ça, il savait qu'elle frappait, etc. Donc, moi, j'avais 19 ans. Il paniquait pour moi, comme on peut paniquer pour sa fille, tu vois. Et donc, je pense que ça, plus ça, plus ça, je me rappelle de ce moment où j'ai été sonnée. Et qu'as-tu ressenti à ce moment-là? C'est la première fois que tu étais sonnée? C'est la première fois que j'étais sonnée. Ouais. En plus, c'était pas à l'entraînement. Non. Parce qu'être sonné à l'entraînement et être sonné en compétition, c'est pas pareil. À l'entraînement, on peut poser un genou, on peut dire j'arrête, tourner le dos, boire de l'eau. Mais en combat, c'est différent. C'est que tu montres des choses à l'adversaire et puis surtout, tu es sur un combat, tu es sur le point de perdre le combat. Et qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Je me dis merde. Et je me dis, allez, on se démobilise pas, on tombe pas, c'est pas grave, ça va passer, on attend que ça passe un peu et on continue à boxer. Tu étais préparé psychologiquement? Quand on fait de la boxe inconsciemment, on est préparé. Mais quand on n'a jamais ressenti cette chose pour laquelle on est préparé, et on la ressent pour la première fois, surtout en combat, un combat important, pour la qualif, tu vois, donc il y a toute une charge émotionnelle si tu t'en souviens, parce que ça remonte en 2002, ça ne nous rajeunit pas. Mais comment tu t'es senti à ce moment-là? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? C'était hyper rapide. Je me souviens juste du fait de me dire merde, elle m'a touchée, quoi. Elle m'a touchée et je suis en plein combat. Donc, en fait, t'as été piqué, t'as vu rouge, tu voyais plus rien. Tes jambes ont flageolé. T'es tombé? Non, je suis pas tombée. T'es pas tombé, mais sur ton attitude, on a vu que t'étais sonné. Ah ouais, j'ai pris un crochet. Et toi, tu savais plus où t'étais? C'est quoi le ressenti? Le ressenti, c'est que on a un moment de perte de contrôle sur soi. Et par contre, il faut garder le contrôle sur son esprit. C'est ça. Et donc, ce que je voulais sur le coup, c'est de me dire, j'ai eu 1 ou 2 secondes à me dire merde, et rapidement à me dire, il faut que je garde le contrôle sur mon esprit. Parce qu'en fait, mon corps, là, on ne sait pas trop, mais mon esprit, je sais ce qui est en train de se passer. Et il ne faut pas que je perde le fil, sinon je vais perdre définitivement le combat. Il y a une forme d'inconnu. Parce que j'ai déjà été sonné aussi. Il y a le moment où on sent, ça y est, on est sonné, et en fait, on ne sait pas. On ne sait pas à quel degré on est sonné. On ne sait pas si on va pouvoir poser l'autre pied l'un devant l'autre. Et en même temps, on se dit, il ne faut pas le montrer. Ouais. C'est ça, en fait. Ouais. On est partagé par 2 sentiments. Ne pas savoir à quel degré on est sonné, si je peux encore debout, si je suis déjà au sol. Et en même temps, il ne faut surtout pas montrer à l'adversaire qu'on est sonné. Ouais. Donc, et puis surtout, gagner du temps pour pouvoir revenir. Et il fallait le montrer à personne, parce que je t'ai dit,
Moi, j'ai été persuadée qu'Aldo était en panique déjà par rapport à ce combat-là. Donc en fait, tu dois le montrer. Voilà, on montre à personne. À la fois les juges qui sont en train de juger, à la fois l'adversaire qui va me sauter dessus si elle comprend que je suis sonnée, et même à la fois le coin, parce que déjà ton coin il est en panique, on va faire en sorte qu'il soit le moins en panique possible, quoi. Et donc, le combat est perdu. Et le combat est perdu. Et sur ce coup-là, parce que après, tu t'es accroché, tu as fui, t'as montré à tout Je le pense monde que pas tu sur sonnais. ce Tu coup-là. as gagné le combat déjà. Elle gagne, tu sais, c'était à l'époque de la scoring machine, Ouais. donc elle a au moins 6 touches de plus que D'accord, moi. d'accord, Voilà. d'accord. Et tu l'as rencontrée, cette fille? Non, elle a fait les jeux pour le Ouais. coup, et après, je pense qu'elle a arrêté. Elle a Tu sais arrêté. que je l'ai revue, parce qu'il se trouve que j'ai boxé au Tadjikistan Ah, c'est ça. en professionnel. Ouais. Elle est venue te voir? Et elle était là. Et ça m'a choquée. Ouais. J'ai dit, mais c'est pas vrai. J'étais tellement contente. Mais ça fait plaisir quand tu vois les C'est anciens vrai, c'est vrai. qui ont marqué un peu C'est vrai. finalement ton histoire, tu Ouais, vois. ouais. Et oui, en fait, elle est passée complètement à autre chose après les Jeux. Ah ouais. Oui, elle est Elle a sortie fait de la autre boxe. chose, ouais. Ouais, elle est sortie de la boxe. Ouais. Parce que la boxe féminine n'était pas développée encore à l'époque. Oui, Les filles ne passaient pas forcément pro. Et puis la boxe féminine était récente aussi. C'était la première apparition de la boxe en 2012 aux Jeux Olympiques. Donc les filles qui étaient là par chance, elles ne s'orientaient pas forcément à avoir une carrière professionnelle, surtout quand c'est elles venaient de ça. l'Est. En plus. Ouais, exactement, c'est ce que j'allais dire. En plus, culturellement parlant, etc. Je sais qu'elle était entraînée par son papa. Ouais. Et elle est partie au jeu. Et derrière, je pense que oui, c'était pas développé. Donc Donc elle a arrêté. passé à autre chose. Et ça Donc, t'a fait plaisir de la revoir? ouais, ça m'a Vous fait avez plaisir discuté? de la revoir. Parce qu'en plus, tu parles russe, toi. Alors, je parle russe, mais Tadjikistan, elle ne parle pas parlait russe? pas russe. Ah, elle Non, parle pas russe, non, non, d'accord, du d'accord. tout. Mais du coup, on a échangé quelques mots, mais c'était très bref. D'accord. Et moi, pour le coup, j'étais en boxeuse et Ouais, elle n'a ouais, plus ouais. rien à Elle voir a avec, plus rien à voir avec plus la rien boxe. à voir du Ouais, tout ouais, avec ouais. la boxe. Et puis surtout, il y a eu l'évolution. Toi, tu étais championne olympique. Oui, Donc oui. forcément, elle devait être fière de toi, hein, Ouais, fière d'avoir complètement. rencontré une fille. Ah, mais ça m'a fait vraiment C'est ça. vraiment, vraiment plaisir de la voir. C'est ce que la boxe apporte. C'est ce que la boxe apporte. Et c'est qu'il y a une espèce de fraternité qui se crée après. Et quand tu as partagé le ring avec quelqu'un, il y a une espèce il y a une relation à vie qui se crée. Complètement, Et je suis d'accord. quand on revoit des gens même qui m'ont battu ou que j'ai battu, on a un tel plaisir à se voir. Et on est comme des vieux, alors pour une femme c'est pareil, mais des frères d'armes. Parce qu'on a partagé un moment un truc, voilà, on a partagé des coups. C'est évident, il y en a qui ont gagné, il y en a qui ont gagné par Ouais, KO ouais. ou qui ont perdu par KO. Mais ça crée quand même un lien. Et je pense que c'est ce que tu as ressenti à ce moment-là. Ouais, complètement. Et après ce combat-là, où tu as été sonné pour la première fois, comment as-tu abordé le combat suivant? Le combat d'après? Je suis passée à autre chose. Ouais. Parce que c'était les championnats du monde. Tu sais, c'était la phase des qualifs. Ouais. Donc derrière, il y a tout un truc, un process qui s'est mis en place pour savoir si j'allais faire les jeux, j'allais pas faire les jeux. Donc tu as une grande phase d'attente. En fait, il y a eu vraiment d'autres choses qui m'ont fait basculer et oublier quelque part ce qui s'était passé lors de ce combat-là. Je savais pas si j'allais faire les jeux, si j'allais me repêcher, pas me repêcher. Donc, tu as eu toute la phase politique qui s'est mise en route. Et au final, je n'ai pas fait les jeux. Donc, quand tout le monde va aux Jeux Olympiques, ceux qui ne font pas les jeux, il y a une grande phase d'attente et d'arrêt. L'attente et l'arrêt m'a fait passer rapidement à autre chose. À autre chose, ouais. Donc, t'as pas... Et est-ce que... parce que dans toute ta carrière, tu as rencontré plusieurs fois des filles qui avaient des réputations de frappeuses. Est-ce qu'à chaque fois que tu as rencontré ces filles, ça t'a rappelé ce moment-là, tu t'es dit, tiens, il faudrait que je fasse attention. Ou tu avais acquis une telle expérience que maintenant, tu arrives à absorber. Parce que se faire compter en début de combat ou en début de haut niveau, je dirais, parce que toi, tu arrivais tout juste quand même. Je me rappelle de cette époque-là. Je n'irais pas là, j'étais entraîneur, et je voyais la boxe féminine et je te voyais évoluer. On savait qu'Estelle avait des qualités. Elle n'avait peut-être pas l'expérience encore pour faire les jeux, mais c'était en phase 2. Et est-ce que toi, à ce moment-là, jeune combattant de haut niveau que tu étais, avec des qualités qu'on te connaissait, est-ce que après ce coup, après t'être fait sonner, parce que c'est pas évident, tous les combats que tu as eu face à des filles qui boxaient un peu, qui frappaient un peu, t'as eu une appréhension où tu as dit je gère maintenant, j'arrive à revenir? J'ai eu aucune appréhension. L'expérience et le travail, pour moi, c'était la seule chose C'était le plus important. payer. Ouais. Puis ça fait partie aussi du jeu, quelque part. Ça fait partie du jeu. C'était une première fois. Je me suis dit, bon, voilà, la première fois que je me suis fait sonner, c'est comme ça, on passe à autre chose. Et ça peut arriver à nouveau ou alors non, si je fais en sorte que ça n'arrive pas. C'est vrai que c'est une question qu'on pose souvent, mais déjà, la question qu'on pose aux boxeurs, est-ce que les coups font mal? Tu l'as dit toi-même, on s'habitue à la douleur, on s'habitue au coup. On essaie de ne pas en prendre. Il y en a certains qui font plus mal que d'autres. Mais quand je dis ça fait partie du jeu, c'est aussi le fait de se faire sonner ou de perdre avant la limite. C'est quelque part, tu l'intègres
quand tu t'entraînes, quand tu prends des coups, quand des fois tu es piqué à l'entraînement, pas piqué, ben forcément, c'est un truc que tu t'intègres. Et quand ça arrive, c'est pas si surprenant que ça, en fait. C'est ça? C'est ce que tu as ressenti, toi? Exactement. C'est pas si surprenant que ça. Et quand c'est la première fois, tu te dis, bah, ok, mais le combat continue, en fait. C'est ça. Ça fait partie des C'est risques du métier, c'est vrai. complètement. Plus chez les professionnels que chez les amateurs, est-ce que tu as plus peur de ce coup-là? Parce que quand tu es passé après chez les professionnels, tu en parlais tout à l'heure, est-ce que cette fille, cette addict qui t'avait touché, ce que tu avais ressenti à ce moment-là, même si tu l'as absorbé après dans le haut niveau, est-ce que quand tu es passé pro et que tu disais que c'était un peu différent, beaucoup différent peut-être même, je dirais, est-ce que ce côté-là était plus prégnant? Est-ce que c'était plus important? Est-ce que tu avais une plus grosse peur encore de perdre avant la limite ou de se faire toucher? Non, vraiment en professionnel, c'est la peur de la blessure, pas d'être sonné. D'accord, Parce que c'est j'ai quand différent. même beaucoup de combats en amateur. Et beaucoup moins pour le coup, j'ai plus de 120 combats en Ouais, amateur, j'en ai que 11 en professionnel. Ça veut dire qu'en 120 combats, j'ai rencontré quelques filles qui frappaient il frappait. réellement. Et tu as su gérer à chaque fois. Et j'ai su gérer. Alors qu'en professionnel, j'ai pas encore rencontré des filles qui frappaient vraiment. Donc du coup, j'ai pas cette appréhension, peut-être parce que j'ai pas encore rencontré des filles qui frappaient, qui avaient ce don naturel de frapper. Mais j'ai pas l'appréhension, en tout cas, d'être sonnée, par rapport au fait d'être sonnée, d'être arrêtée. Non, non, non. C'est vraiment la blessure. Vraiment la blessure, le fait d'être coupé. Parce que ça arrive beaucoup plus. Ouais. Le fait de sortir avec La un coupure, cocard, ouais, c'est d'être ça. coupé, D'être abîmé, d'avoir, défiguré. Oui. voilà, d'avoir, non, tout ça là, c'est quelque chose qui Parce me que, traumatise un peu. parce que 120 combats amateurs avec les titres qu'on connaît, qu'on a cités tout à l'heure, et 11 combats professionnels, et quand on te regarde, on n'a pas l'impression que tu es boxeuse. Tu vois. Alors effectivement, c'est vrai qu'il y a eu le nez cassé et que tu as dû refaire un peu Réopérer tout de suite. d'opérations et tout ça. Ouais. Tu t'attaches beaucoup d'importance Tout de suite, à ton oulala. aspect et c'est important. Cela dit, je me suis cassé le nez. Il faut savoir que quand je me casse le nez, je suis à 10 jours de mon combat. Même pas. Même pas 10 jours. Et il est hors de question que je ne boxe pas. Oui. Je me fais casser le nez. J'ai l'os là. Je me suis vraiment Ah fait ouais, casser le ouais, nez. ouais, C'était une grosse blessure. ouais. Et, mon sparring venait d'arriver, que je devais faire venir de l'étranger. Premier sparring, elle me casse le nez. J'étais à Lyon, obligée de retourner sur Paris en urgence, voir des spécialistes. Donc, on m'a rapatriée sur Paris. Et au bout de 2 jours, j'ai dit, c'est mort, je boxe. Ouais. J'ai dit, c'est impossible. Je n'ai pas fait tout ça. C'était mon dernier combat pro avant de passer sur les Jeux Olympiques. Après ça, faut savoir qu'il y a des enjeux à la fois sportifs, à la fois politiques, à la fois financiers, parce que c'est moi qui organise. C'est le dernier combat pro avant que je passe sur les Jeux. Il y a des ceintures que normalement, en général, voilà, les classements, les ceintures, C'est compliqué à mettre plus en tu place boxes pas déjà. pendant longtemps, Et plus tu plus tu descends dans les. descends. Ouais. Donc là, en termes de timing, ça aurait fait beaucoup trop d'arrêts en professionnel. Et puis les enjeux financiers qui font que y a des sponsors qui ont mis de l'argent pour cet événement parce que je boxe. Ouais. Et quasiment uniquement parce que je boxe. Donc je me suis dit, c'est la catastrophe. C'est pas possible que tu C'est lâches. pas possible que je boxe pas. Estelle a cette capacité, tu as cette capacité d'abnégation et de ne pas lâcher le morceau qui est propre, je dirais, aux combattantes. Et qu'en plus, on fait un sport de combat. Mais on en parlera tout à l'heure, mais j'ai remarqué ça chez toi depuis longtemps. Tu as cette capacité sans crier dans tous les sens, avoir cette espèce d'abnégation, de ne pas lâcher l'affaire et d'aller jusqu'au bout des choses. Et on en parlera tout à l'heure. Il y a un combat qui m'a marqué et ça a un lien complètement avec ça. Mais avant ça, la question qui suivait, parce qu'on n'arrête pas de digresser avec toi, c'est bien, c'est sympa. On parlait de la douleur, des coups, les coups qui font mal, et la gestion des combats, amateurs et pros, notamment comment ça se passe, cette appréhension qu'on peut avoir. Pas peur, parce qu'on met beaucoup de choses dans le mot peur, mais il y a beaucoup de choses. Il y a la peur de mal faire, il y a la peur de l'adversaire aussi des fois. Ça, on en reviendra aussi tout à l'heure. Et la question, c'est tes parents. Je sais que, alors à l'époque, j'en parlais avec ta mère, et pas de ce sujet, mais je parlais avec ta mère. Ta mère était assez présente, a toujours beaucoup suivi tes parents, hein, mais beaucoup ta mère qui était souvent là. Et toute cette période de douleur, de prise de coups, de sensibilité, tu vois, dont on parle tout à l'heure, comment ta mère a pu gérer ça? Parce qu'une maman, elle est toujours un peu plus sensible qu'un papa, par exemple, et c'est elle qui prenait soin de toi, et ta mère qui est d'origine ukrainienne. Hein. Oui.
Et donc, elle était toujours là, elle venait à l'INSEP, elle assistait aux entraînements, et je me rappelle que j'avais parlé quelques fois avec elle. Et c'était une mère qui était très présente. La question, c'est, toi qui es sur le ring et qui sent le danger, qui voit le danger, donc on arrive à mieux gérer, nous qui sentons le danger, que nos proches qui sont derrière et qui peuvent rien faire. Mm. Comment ta mère a géré cette transition entre sa jeune fille qui a 12 ans, qui commence à faire de la boxe, et qui peut être un jeu, hein, qui peut être sympa, et qui tout doucement gravit les échelons, qui ne se qualifie pas pour les Jeux Olympiques, mais qui se qualifie pour les Jeux Olympiques, qui commence à faire des combats, qui a 120 combats, qui rencontre des filles, des tueuses, hein, qui viennent du Tadjik, qui peuvent te sonner, qui peuvent te mettre KO. Comment ta mère qui est à l'extérieur a géré cette phase-là? Comment t'en parles avec elle? Comment elle était? Tu sais, il faut lui demander. Moi, j'ai jamais abordé ce sujet C'est avec vrai? elle. Elle t'en a jamais parlé? Non, mais par contre, je connais ma maman et je me connais moi et je pense que voilà, une partie de mon caractère est liée à elle. Et je dirais, c'est comme les coups, on s'habitue à tout. Ouais. Elle s'y est habituée. Elle s'est habituée. C'est lié, est-ce que c'est lié à sa culture aussi, peut-être? Oui. Ouais. Parce que je me rappelle qu'à l'époque, elle était me voir, elle m'a dit une fois, John, parce que j'étais très rigoureux avec les garçons, elle m'a dit, c'est ce qu'il faudrait. Oui. Elle m'a dit- Ma mère est exigeante, tu sais. Elle était venue, elle m'a dit, il faudrait que. Tu vois, elle voulait que je m'occupe un peu de toi à l'époque, Oui. parce qu'elle sentait qu'elle avait besoin de rigueur. Mais, et c'est pour ça que je fais la transition en disant, comment elle a géré? Parce qu'elle a tout vécu avec toi. Est-ce que j'ai l'impression, moi, qu'une maman, alors c'est facile à dire, mais une maman française qui n'a pas baigné dans sa culture ukrainienne aurait abordé les choses différemment? Est-ce que tu le sens? Peut-être, c'est vrai que voilà, c'est la rigueur, c'est l'exigence, c'est tout ça, hein, les pays de l'Est, de façon un peu plus générale Ouais. que l'Ukraine, hein. Mais en tout cas, l'Ukraine, c'est ça aussi. Et, euh, et la rigueur, elle connaît. Et c'est d'ailleurs l'éducation que j'ai eue. C'est pour ça que je dis mon caractère est aussi lié au sien. Moi, aujourd'hui, je ne veux pas que mes garçons fassent de la boxe. Mm. Mais si mes garçons font de la boxe, je serai là et je ne vais pas dévier mon regard. Mm. Je serai là, présente et au combat. Et en fait, je sais très bien qu'ils prendront des coups et on assumera tous le fait qu'ils prennent des coups. Donc, je pense qu'elle est elle est dans ça. Hein. C'est qu'elle ne voulait pas au départ que je fasse de la boxe. Mm. Mais quand j'ai décidé d'y aller, elle a décidé de me soutenir et je fais de la boxe. Ouais. On se voile pas la face Ouais, dans c'est la ça. famille. Ouais, Hein. c'est ça. Je fais de la boxe, je vais prendre des coups et puis l'essentiel, c'est que ça se passe le mieux possible pour moi. Donc, c'est pour ça aussi qu'elle a toujours voulu, jusqu'à aujourd'hui, hein, même après 20 ans de boxe, hein, elle demande, elle dit, non, mais tu sais, tu devrais regarder ça. Elle va pas se gêner d'aller voir les entraîneurs et leur dire, tu sais, tu devrais regarder cette technique-là. Quand même. Ces pays-là, ils sont pas Ils sont mal. pas mal. Inspire-toi, ça peut t'aider. Voilà, elle a toujours son mot à dire par rapport à pas la boxe même, parce que ma maman n'est pas boxeuse, elle n'a pas cette expertise-là, mais par rapport à la À la rigueur, rigueur, à la discipline. à la discipline du Et sport. pratiquer. Oui. Voilà, ce qu'on pratique, on va jusqu'au bout des Oui. choses. Je te rassure, hein, moi aussi, hein, j'ai toujours dit que ma phrase, c'est un boxeur par famille. Et je voulais pas que mes enfants fassent de boxe. Et mon fils fait de la boxe. Alors, il a commencé depuis l'année dernière. Mais bon, écoute, on verra où ça ira. En tout cas, mais un peu comme toi, je ne m'intéresse pas pour l'instant, je le laisse faire. Ouais. Mais je sais qu'à un moment, si ça devient sérieux, on verra forcément. On va parler de ce combat. Moi, Estelle, j'ai toujours considéré comme une lionne. J'en parlais tout à l'heure de son état d'esprit. Le fait de ne pas lâcher l'affaire, le fait d'être toujours là et faire, surtout entrepreneuse. Elle a mené de front la vie de maman, la vie de promotrice, je ne sais pas si on peut parler ce terme-là, de boxeuse en même temps. Donc, tu remplis plusieurs cases. Et à chaque fois, tu mènes ça très, très bien, toujours en gardant un état d'esprit, une rigueur sur la tenue. C'est important. C'est important. C'est moi, en bien étant sûr, soi. Exactement, toujours. On ne se change pas. On fait ce qu'il y a à faire, mais toujours dans l'état. Et j'attache, moi aussi, beaucoup d'importance à ça. Ce combat-là dont je parle, c'est cette finale des Jeux Olympiques de Rio. Effectivement, je n'étais pas dans le coin, mais j'étais dans la salle et j'avais assisté à ce combat. Et je connaissais ton tempérament. Je savais comment tu étais. Je savais que tu voulais aller. Tu avais un objectif, tu avais des choses à faire. Et cette finale, alors je pose dans le contexte, tu boxais une Chinoise en finale. Et alors à l'époque, c'était sur 4 rounds de 2 minutes. Et lors de ce combat, tu perds les 2 premières reprises. Tu ne perds pas les 2 premières reprises, mais on te fait perdre les 2 premières reprises. C'est-à-dire qu'au niveau du pointage, tu es en dessous au niveau du pointage. Et je me rappelle de ce tempérament. Alors, j'invite les gens qui regardent le podcast à aller voir un peu les images. Le combat, on peut le voir encore sur Internet. Et tu entames une vraie baston, une vraie remontée fantastique. Et là, on voit une lionne qui ne veut pas lâcher l'affaire.
et qui veut à tout prix cette médaille d'or au jeu. Et c'est l'image même, je dirais, de la boxe et de ton tempérament. C'est que sur ces 2 reprises où on te fait perdre, une espèce d'injustice qui n'est pas logique, parce que tu auras pu continuer techniquement à gérer le combat, mais finalement, il a fallu aller à l'abordage. Et c'est ce que tu as fait. Et j'ai été marqué et touché par ce combat, parce que ces 2 reprises, tu les as menées à tambour battant. Surtout la dernière reprise où tu étais en train de remonter, tu étais encore en retard à l'appel de la 3e. Il fallait faire ce qu'il fallait faire pour remporter le combat. Et c'est ce que tu as fait. La question que je pose, effectivement, ça remonte de 2016 à maintenant. Ça remonte à quasiment 10 ans. T'imagines, le temps passe vite, hein, c'était là. Et donc, je fais appel à ta mémoire et pour te dire dans quel état d'esprit tu étais quand tu arrives à la 2e reprise et qu'on sait très bien, tu es en finale des Jeux, tu es face à une Chinoise et tu es derrière. Et dans quel état d'esprit tu es quand dans le coin, on te dit tu es en retard, que tu es derrière. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Est-ce que tu t'en souviens? Est-ce que tu peux nous partager? J'ai jamais oublié ce moment-là et je l'oublierai jamais, je pense. Et je sais même pas si je le revivrai un jour. Parce que quand on me dit que je perds mes deux premières reprises, en l'espace de 1 minute de récupération, j'ai absolument tout qui défile dans ma tête. Donc, tu as la première phase où tu te dis « Ok, je perds, mais en fait, c'est impossible que je perde le combat. » Et là, tu repenses aux entraîneurs, tu repenses à ta famille qui est là, tu penses à toutes les années où j'ai galéré, de sacrifices, etc. Mais en l'espace d'1 minute, il y a tout. C'est vraiment comme dans les films, tu sais, quand ça rembobine absolument toute une vie. Et je dis, c'est mort. C'est impossible que je perde. Je ne perdrai pas. Et je vais faire en sorte, voilà, je vais y aller en fait. Je me pose même pas la question à me dire je vais faire en sorte de... Non, je vais pas perdre, c'est pas possible. Donc c'est l'état d'esprit dans lequel je suis. Je vais pas perdre et l'état physique et émotionnel dans lequel je suis fait que je me suis transcendée. En fait, j'ai jamais vécu ça. C'est l'image. Oui. L'image de se transcender. Quand je me suis transcendé, c'est vraiment ça. Juste te coupe 2 secondes pour dire qu'en fait, je prépare le podcast. Et j'ai préparé des questions, donc j'ai regardé Estelle, j'ai regardé ce que je te connais. Donc c'est pas les mêmes questions pour tout le monde, bien sûr, même si l'ossature du podcast est un peu la même, c'est un aspect psychologique, les ressentis, les sensations avant le combat, pendant le combat, tel combat. Donc j'ai préparé, et moi en tête déjà, j'avais déjà ce combat-là. J'ai pas vu tous tes combats professionnels. J'en ai vu quelques-uns en préparant le combat, en préparant le podcast, pardon. Et donc j'ai vu. Et l'impression, parce que moi, je crois que j'ai assisté à 2 combats de toi professionnels. Et plusieurs combats amateurs, notamment lors des Jeux Olympiques. Et celui-là, ce combat-là a été le plus important. Et j'ai vu comment tes yeux s'ouvrent quand je te pose cette question. C'est vraiment que toi aussi, et au regard de ce que tu dis, c'est le combat. Pour moi, c'est ce combat. Alors effectivement, c'est 4 rounds de 2 minutes. Tu as fait des combats qui ont duré 10 rounds, c'est vrai. Mais ces 4 rounds-là montrent ton état d'esprit, ta mentalité, ton tempérament, et pour aller chercher la victoire. Parce que c'était le combat qu'il fallait gagner. Ouais. C'est le combat qui a changé ta vie aussi en même temps. Mais ce combat-là, c'était le combat le plus abouti. Peut-être pas techniquement, parce qu'il était un peu brouillon à un moment. Mais c'est un combat à montrer dans les écoles et à l'expliquer. Parce que tu es en train de perdre. Et qu'est-ce qu'on met en place pour gagner? Qu'est-ce qu'on doit faire pour gagner? Effectivement, techniquement, il fallait bousculer la Chinoise. Et c'est ce que tu as fait. Jusqu'aux derniers instants de ce combat, tu as montré aux juges et au monde entier, je dirais, que tu avais vraiment envie, que tu avais la rage. Tu vois, il y avait une espèce de hargne dans ton tempérament. Tu avais tellement envie de gagner. Et je me dis, et de tous les autres combats que j'ai pu voir, bah, c'est le meilleur combat d'Estelle. Tu as 11 combats professionnels. Hein, mais quand je pense à Estelle combattante, bah, je pense qu'à vie, c'est ce combat-là qui reviendra en tête. Ouais. Et toi aussi? Oui. C'est ce combat-là. Hein, tu l'as dit tout à l'heure. C'est ce combat-là. À vie, c'est ce combat-là. Pas juste. Mais pas juste parce qu'il t'a changé la vie après. Non, parce que l'intensité du combat et l'état émotionnel dans lequel je suis, je ne l'ai jamais vécu à un autre moment qu'à ce combat-là. Je suis allée au bout de moi. Ça veut dire que je ne pouvais pas faire plus que ce que j'ai fait. J'ai réussi. Et je pense que c'est ça la difficulté d'un sportif de haut niveau qui plus est, c'est de réussir à mobiliser absolument tout. À un moment donné. À un moment donné. C'est ça. Et pour moi, j'ai réussi à tout mobiliser, tout. Les émotions, toute la force physique qui me restait, que j'avais, tout, j'ai réussi à le mobiliser à ce moment-là. Et surtout, encore comme on peut le dire, on peut faire le parallèle avec cette année. C'était le dernier combat. Ouais. C'était le dernier round, les derniers rounds du dernier combat des Jeux Olympiques, parce que c'était la finale. Il y avait plus de calcul à faire, en fait. C'est clair. C'était fini derrière. C'est vrai, hein, c'était un moment, mais il faut y penser à ça. Ouais. Parce que ça va tellement vite, un combat de boxe, on ne s'en rend pas compte. Hein. Alors, c'est long sur le ring pour les gens qui le vivent, mais quand on est à l'extérieur, ça va vite.
mais on est tellement traversé par tellement d'émotions qu'à un moment, il faut être capable de les choisir pour les mettre en place, pour gagner le round, le combat. Et franchement, c'est ce que je me dis. Donc, pour faire encore une fois le parallèle, ça nous promet une année fantastique cette année, en fait. Parce que J'espère si tu te bien. retrouves un peu dans le même état d'esprit, alors, pas sur un combat, mais sur une saison, je dirais, sur Oui. une année, ben, ça nous promet des choses superbes. Et tu repenses encore, tu as revu ce combat, Oui, j'ai revu des extraits. des extraits. Souvent, hein, tu sais, quand j'ai été invitée sur des plateaux, souvent on remet des extraits. Ça me met toujours des frissons et tout, hein, toujours. Ben, c'est pareil, C'est... moi quand je me vois boxer, Hmm. j'ai les mains moites et je transpire Ouais, toujours. ouais. C'est Et donc, incroyable, hein. ouais, c'est incroyable. C'est Il y l'effet a que des ça nous fait. moments comme ça qui marquent et Ouais. puis qui marqueront toute la vie, hein. Une question un peu plus personnelle par rapport à ces Jeux Olympiques. Pendant ces Jeux, alors on se rappelle, hein, la team Solide et toute l'équipe, on passe le bonjour à tous les compagnons de cette Ouais, époque. C'est une histoire qui restera ça à c'est une vie, hein, histoire. Ouais. et la team Solide avec toute la bande. Et toi, tu as été dans une situation particulière à ce moment-là parce que, et tout à l'heure, avant qu'on rentre sur le plateau, je te disais, écoute, je vais te poser une question sur ton. Et je disais, j'emploie le terme, sur ton ancien petit ami, puisque la particularité de la question que je voulais te poser, c'était parce que c'est pas donné à tout le monde de vivre un tel événement et en étant en relation avec quelqu'un, et qui plus est, que la personne atteigne aussi des phases finales aussi en même temps. Il y a une espèce de concurrence positive, Mm. mais en même temps, on s'appuie, on se soutient en même temps. Et c'était pour savoir dans quel état d'esprit. Alors, il y a deux questions. Il y a deux questions c'est déjà dans quel état d'esprit tu étais, comment tu l'as vécu. Alors, on peut citer le nom, Oui, hein, Tony, hein, on peut citer Tony Yoka qui était là aussi, qui a fini champion olympique aussi. Dans quel état d'esprit tu étais? Comment vous étiez? Alors, on se voyait, on se côtoyait, on était au village ensemble, on faisait des réunions, on organisait, on structurait. L'idée, je me rappelle, je vous ai dit que lors de questions que vous avez dans vos chambres, que vous restez concentrés, vous pouvez vous voir à l'extérieur, manger ensemble. Mais à l'approche, à la board du combat, comment toi, t'abordais ce combat? Le fait que ton petit ami, c'est un que t'as employé, tu m'as repris, tu m'as dit non. Ouais. C'était mon fiancé. C'était ton fiancé, c'est C'était pas pareil. mon petit ami. Elle m'a dit non, tout à l'heure, elle m'a dit non, John, c'était pas mon petit ami, c'était mon fiancé. Je dis ah oui, c'est vrai, merde, pardon. Donc, comment abordais-tu l'approche de la compétition? Effectivement, tu étais dans ta bulle, mais comment vous se teniez, comment ça se passait entre toi et ton fiancé de l'époque, Tony Yoka? On se soutenait comme on l'avait fait précédemment, parce que j'étais venue au championnat du monde, Ouais. où il était devenu champion du monde. Je t'avais permis de venir, je n'étais pas trop d'accord. Voilà, tu n'étais pas d'accord. Mais finalement, ça va, je me suis dit, bon, quand Estelle est là, Tony, il est bien. Ça s'est Donc, bien passé. ouais, ça s'est bien passé. Et puis après, on a commencé la prépa des Jeux, janvier, Cuba, tu vois. On a tout fait ensemble, Ouais, finalement. ouais. On a Puis, tout fait il y a ensemble. eu les Jeux européens aussi. Il y a eu les Jeux européens, où on était ensemble aussi. Donc, on l'a abordé de la même façon. C'est pas comme si c'était nouveau. C'était assez naturel, d'ailleurs, de le faire comme ça. Et je pense que lui, au départ, même quand on a commencé à faire les compétitions ensemble, peut-être que lui était plus sur la retenue que moi. D'accord. Moi, j'arrive à faire la part des choses et j'arrive j'ai cette sensibilité qui fait que j'arrive à voir si c'est mieux de l'aborder comme ça, si c'est mieux d'être présente, pas présente, moins présente, plus présente. Enfin, j'arrive. Donc, pour moi, il fallait que je sois là. C'était le bon équilibre. Ouais. Qu'on soit ensemble, c'était vraiment le bon équilibre. Vous motiviez tous les deux. Exactement. Naturellement. Naturellement, on se motivait, on avait le même objectif, tout en étant des individualités. Ça veut dire qu'une fois sur le ring, c'est notre victoire. Ma victoire des Jeux, c'est ma victoire. Ouais. Sa victoire, c'est sa victoire. Mais le chemin qu'on a parcouru, on l'a parcouru ensemble. Ouais. On était un soutien mutuel, force de motivation aussi. Voilà, chacun motivait l'autre. Et puis, dans des enjeux aussi importants, c'est bien aussi, surtout dans un sport individuel, de ne pas se sentir seul. Je pense que c'est peut-être la subtilité qu'il y avait. On était ensemble dans un sport individuel. Ouais. Vous étiez un duo. Finalement, tout à vous repose soutenir. sur notre tête, de la victoire, tout ce qui va découler, c'est nous et nous. Ouais. Alors oui, il y a les coachs, il y a le coin, oui, mais au final, sur le ring, c'est tout seul. Oui, tu es tout seul. Ouais. C'est vrai qu'en fait, il y avait peut-être un degré, un cercle encore plus restreint. Il y avait la team qui était là,
Alors, cette fameuse team solide où on se soutenait, tout le monde était ensemble. Et à l'intérieur de cette team où tout le monde se soutenait, tout le monde venait s'encourager, vous aviez encore tous les deux votre duo qui fait qu'il y avait encore un soutien supplémentaire qui vous a porté peut-être jusqu'à cette victoire. Il y avait vraiment une bulle qui était là. On savait où on allait, on savait ce qu'on pouvait faire. Il y avait les familles qui étaient là aussi. Il y avait nos familles qui étaient là. Et puis, c'est pour ça que je te dis, c'était pas mon petit ami, c'était mon fiancé. En fait, c'était familial. Tout était très familial. C'est ça, en fait, et je dirais que c'est un cercle encore plus restreint. Et parce que le terme, et le dit déjà, c'est pas un petit ami, c'est un fiancé, c'est-à-dire quelque chose d'officiel qui avait été fait. Donc, la famille qui était au courant, les gens étaient là. Et donc, il y avait un vrai soutien. C'était vraiment un couple. Pas encore marié, mais c'était vraiment un couple qui était en compétition ensemble. Ça nous a porté. Ça nous a porté. Et jusqu'au bout, ça nous a porté. Bon, après, moi, j'ai eu ma finale avant lui. Donc, vous boxiez le même jour. Lui, il a boxé pour sa demi-finale. Il a boxé pour sa demi-finale. Toi, tu boxais pour la finale. Voilà. Donc, il fallait pas faire n'importe quoi aussi, dans le sens où avoir de la retenue lors des... Le combat n'est jamais fini tant que... En fait, sur cette compétition, le combat n'était pas fini tant que le dernier combat n'était pas terminé. Du couple n'était pas terminé. C'est ça, en fait. Ah oui, c'est ça. Ça veut dire que même moi, quand j'ai gagné... C'était pas fini. C'était pas fini encore, Et pourtant, j'étais championne olympique. On pouvait exploser de joie, mais il fallait attendre encore. Il fallait attendre. C'est important. Mais tout n'était pas terminé. Ça prouve aussi, quelque part, la solidarité qu'il y avait entre eux deux et puis le lien qu'il y avait entre tous les deux. C'était un lien, effectivement, affectif, avec des sentiments, mais aussi, il y avait l'aspect sportif qui était c'était un mélange de beaucoup de choses. Voilà, c'était vraiment hyper lié. Et chacun tenait à ce que l'autre gagne et que la réussite des deux faisait la réussite du projet. C'était ça. Projet, c'est pas le même terme. Tu vois, quand tu dis projet, alors on oriente vers autre chose. Alors, tu vois, t'as pas dit, c'était pas la réussite du couple, c'est la réussite du projet. Est-ce que quelque part, dans cette relation qui s'est instaurée, je voulais faire une petite partie sur Tony et toi. Je voulais pas, je suis pas gossip, je vais pas parler, mais tu as vu, même les questions qu'on parle, c'est vraiment, ça n'a rien à voir avec, ça a vraiment à voir sur la compétition. Est-ce que le terme projet veut dire que la relation, c'était une relation qui s'était confirmée parce qu'il y avait un projet sportif aussi avec ça? Est-ce que le projet sportif a pris une importance sur le projet peut-être sentimental aussi? Ou c'était un équilibre? Peut-être qu'il l'a même poussé, je ne sais pas. Ouais, c'est ça. Je me suis jamais vraiment posé la question, mais c'était vraiment lié. Alors, c'était lié. Je pense que à un moment donné, l'un a poussé l'autre, je dirais. C'est ça, en fait. Oui. On en parlait avec Christian la dernière fois, il y avait l'histoire du marabout, où le marabout lui avait dit, alors Christian a une histoire, il disait que le marabout, au pays, au Cameroun, lui avait dit un jour tu serais champion. On trouve chacun notre motivation dans des petites choses ou des grandes choses pour pouvoir nous pousser à atteindre nos objectifs. Oui. Et effectivement, comme tu dis, peut-être que tous les deux, la relation où vous êtes plus physiquement, où vous avez commencé à avoir une relation, il y a une différence à un moment entre sortir ensemble, être un petit ami ou une petite amie, et se fiancer. Parce que y a un projet commun aussi. Il y a un projet commun, tout doit être sérieux. Oui, c'est ça. Quelque part les fiançailles étaient logiques pour pouvoir aboutir au projet, pour rendre ce projet sérieux, pour rendre ce projet vraiment commun, familial, en duo. Il fallait vraiment que vous soyez tous les deux ensemble et fiancés, et pas juste sortir ensemble. Oui, en fait. Complètement. C'est important ce que tu dis là, parce que, alors je dirais c'est un scoop, c'est pas un scoop, mais quand on revient presque 10 ans en arrière, parce que 10 ans maintenant, parce que vous êtes sortis ensemble avant les Jeux qui ont lieu en 2016, sans vous poser la question, de façon inconsciente, des choses se sont créées naturellement et qui a aussi permis la réussite des Jeux Olympiques de Rio. Complètement, je suis d'accord avec toi. Ça mérite une vraie réflexion. Tu pensais pas, t'as pas pensé à ça, tu vois. Le but de ce podcast, c'est ça aussi en fait. C'est pas poser des questions sur habituel, t'as boxé, t'as gagné, t'es gauche, t'es gauchère, droitière. C'est aussi de se poser des questions sur les choses qui sont passées. Et je sais que, alors je transgresse un peu, mais je sais que je vais interviewer des gens qui ont boxé. Et dans quelques années, tu reviendras, tu auras boxé, tes 1 an seront passés, et tu auras plein d'autres choses à me dire. Parce que quand on a boxé et qu'on n'est plus compétiteur, on voit les choses différemment. On a plus de recul sur les choses que nous avons vécues, on a plus de recul sur les sentiments, les émotions qu'on a pu vivre, et on arrive à poser des mots sur ça. Et forcément, je sais que, alors ils vont arriver, ils seront à ta place, et ceux qui ont boxé, qui ont un passé de compétiteurs, de combattants ou des combattantes, et ils nous diront plein de choses, on va s'éclater.
Donc toi, on prépare le travail Oh, et tu viendras après je pour nous reviendrai raconter. après, quand ce sera terminé. Quel genre de boxeuse es-tu? Quel genre de combattante es-tu? Comment tu peux te définir? Je suis une combattante qui sait où elle va. Je n'ai pas peur du travail. Je suis vraiment une travailleuse. C'est vrai. Je m'entraîne beaucoup. Je m'entraîne beaucoup, beaucoup. Et je suis une combattante aussi qui a choisi d'être combattante parce que personnellement, ça m'apportait. Et, euh, et qui a choisi de mener ce parcours en parallèle de plein d'autres vies. Parce que j'ai toujours eu d'autres vies à côté. D'accord. Ça devient d'où ça? C'est une bonne question. De ta maman, au fond de toi, des choses que tu n'as pas découvert encore? Parce que tu sais que je pars du principe, moi, que quand on est Mm. combattante, on a un compte à régler quelque part. Quand on fait un sport de percussion, Ouais, pas que la boxe, mais le MMA, le kickboxing, la boxe thaï, on a un compte à régler quelque part. On ne naît pas à accepter de prendre des coups et à en donner. Donc c'est forcément, on a un sûr. truc. Et tu n'as peut-être pas trouvé encore. Hein. Et Alors, moi, comme j'arrive sur cette dernière année, je commence à me poser beaucoup de questions sur beaucoup de choses et surtout pour trouver la motivation nécessaire sur cette dernière année pour exploser. Je pense qu'il y a un travail à faire sur soi et savoir le pourquoi du comment, tu vois. C'est toujours à la fin qu'on se dit, mais attends, mais pourquoi je suis arrivée là? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait que... c'est quoi le pourquoi du comment? Et moi, je suis convaincue que c'est lié à mon histoire. C'est, tu vois, l'injustice, c'est quelque chose Hmm. avec lequel j'ai beaucoup de mal. Euh, je l'ai déjà dit, mais mes parents sont venus en France quand ma maman était enceinte de moi, il me semble bien. Et donc voilà, ils ont fait des grandes études eux-mêmes en Ukraine, parce qu'ils se sont rencontrés en Ukraine, et Ukraine, d'accord. pas en France. La Je particularité de connais, mes j'ai un parents. oncle aussi qui avait fait des études en Ukraine et qui venait Voilà. tout le temps, à chaque fois. Donc il y a vraiment eu un Donc voilà. rapprochement entre certains pays Parce d'Afrique qu'il y avec avait l'Ukraine. le pays de l'Est, Ouais. et c'était C'est l'URSS, l'URSS à et il y avait l'époque. les Ouais. États-Unis. Ouais. Voilà. Et puis mon papa a fait le choix, quand il a eu sa bourse d'études, de Hmm. faire ses études en Hmm. URSS. Et c'est là où il a atterri en Ukraine. Donc voilà, ils ont tous les deux fait de très grandes études. Et finalement, quand ils sont arrivés en France, ils ont dû tout recommencer À zéro. à zéro. Parce que leurs études n'étaient pas reconnues, Hmm. parce qu'en plus de ça, après 10 ans d'études, parce un doctorat, donc 9 ans d'études, Ouais. on a autre chose à faire que de penser à refaire des Hmm. études, Hmm. surtout quand on a un enfant en cours et un autre enfant, parce que j'ai un grand À frère. venir. Ouais. Voilà, eux, c'était faut vivre, il faut trouver du travail, il faut subvenir aux besoins de sa famille. Donc ça a été ça. Et puis ils ont fait des choix par rapport à leur famille, plus par rapport à eux-mêmes. Ils se sont mis de côté. Mais ça, c'est une injustice pour moi. C'est l'injustice qu'ils ont vécue quand ils sont arrivés ici. D'accord. Et moi, tout au long de ma vie, il fallait rectifier cette injustice. Voilà, c'était pas possible Donc autrement. ça vient de là. Ça vient de là, ça vient de là. Et puis après, il y a le combat. Je pense que c'est encore autre chose. Hmm. Je pense que c'est lié peut-être voilà, à plein de difficultés familialement on a vécu depuis que je suis petite, qui m'a amenée au combat. Mais cette soif de revanche et les réussites que j'ai eues, ça vient de là. Ça vient de là. Ouais, et il fallait pas lâcher jusqu'à réussir parce que tu sais que quand moi je rentre en équipe de France, moi quand je commence la boxe, je voulais pas être compétitrice. Moi, c'est une notion que je connaissais pas de toute façon. Les choses sont venues petit à petit au fil des compétitions. Quand tu commences à regarder le France Box, à voir qu'il y a des compétitions internationales, ça peut être sympa. Et en fait, quand je rentre premier stage de détection à 17 ans, Ouais. on m'ouvre le champ des possibles. Et à ce moment-là, on commençait à parler de la boxe féminine aux Jeux Olympiques, parce qu'elle n'était pas olympique. Et là, je me suis dit, ah ouais, mais c'est ça qu'il faut que je fasse. T'étais pile poil dans l'âge. Ouais. T'étais quel genre de fille alors à 17 ans? T'es quoi? T'es une petite fille de quartier? Le processus d'Estelle Moselli qui commence à boxer à 12 ans, qui rentre dans la salle, c'est une jeune ado, pré-ado à 12 ans. Mhm. Et après, quand tu as 15-16 ans et que tu es considéré, alors qu'il n'y en a pas beaucoup encore à l'époque, Ouais. hein. Alors il y avait les Sarah Ouais. qui étaient là, les anciennes qui étaient Ouais. là, mais 12, 13, 14, 15 ans, t'es quoi? T'es une petite jeune de quartier qui va à l'école, qui va dans les soirées, qui fait des trucs, qui a ses copines. Non, C'est un parcours je classique. m'entraîne. 17 ans, je prépare mon bac. Mon papa m'a dit que c'est les études d'abord. Et en fait, je fais toujours en sorte de ne pas rentrer
on rentre parfois en conflit, mais Ouais. on essaye de faire... C'est l'adolescence en même temps. Voilà, on rentre en conflit, mais j'ai cette capacité à essayer de trouver un point d'accord, tu Ouais, vois. à respecter Et la voilà, règle. exactement. Et donc, du coup, s'il me dit que c'est les études, mais moi aussi, je veux faire mon sport, je vais faire les deux, je n'ai pas le Ouais, choix. bien sûr. Donc, je vais faire les deux à fond. Parce que moi, je veux faire du sport. Ouais. La boxe, c'est vraiment ce que je veux faire. Mais à côté de ça, on me dit qu'il faut gérer les études. Donc, je ferai les deux à fond. Et j'ai fait les deux à fond. Et la fille de 17 ans, c'est une fille qui est en train de faire ses études et préparer son bac S, qui doit assurer parce qu'elle a fait le choix de rentrer en école d'ingénieur derrière. Ouais. Et à la fois, qui doit assurer en boxe parce que la compétition, j'ai vu le champ des possibles et en fait, je sais où je veux aller. Et je veux faire des compétitions à haut niveau, à l'international. Et s'il y a les jeux, je ferai les jeux. Tu es déjà motivé à ça. Tu veux déjà. Quand je vois que c'est Que c'est possible de faire possible. les jeux, D'accord. ça devient mon objectif. Mais ça ne devient D'accord. pas mon objectif pour être la meilleure. Ça, c'est après indirectement. C'est ton Oui. rêve en fait. Ouais. En fait, non, c'est même pas. Tu sais pourquoi c'est mon objectif? C'est mon objectif parce que je sais que les jeux, ça va changer ma vie. Ah, Je sais T'es- que les t'es jeux, déjà ça va dans- m'exposer d'accord. et que même moi, parce que je veux pas être boxeuse de base, je veux même pas être passée professionnelle. Ouais, La phase amateur ne me prépare pas à la phase professionnelle. Pour moi, en professionnel, on ne gagne pas bien sa vie quand on est une femme. Donc, il est hors des questions que je prenne des coups et que je me sacrifie autant pour ne pas gagner d'argent. Donc, moi, j'ai prévu de faire mes études, de faire mon bac, de faire mes études d'ingénieur et en 2012, de gagner les Jeux Olympiques. Et que ce soit un tremplin pour moi, pour que je réussisse mon côté professionnel qui est d'être ingénieur. Waouh. Ah, d'accord. Oui, Ah oui, rien à d'accord. voir avec le sport. Ah oui, d'accord. Moi, 2012, c'est pour ça que quand je ne réussis pas à me qualifier après 2012, en fait, c'est un peu... j'ai tendance à déception. planifier les choses 10 ans à l'avance, moi, tu D'accord, vois. Donc là, d'accord. je me dis, mais Donc c'est ça la change, cata. ça change tes plans un peu. Ça change complètement mes Ouais. plans. J'ai pas prévu ça. J'ai prévu de faire les Jeux Olympiques En et 2012, d'arrêter la boxe derrière. En 2012, t'as quel âge? En 2012, quel âge j'ai? Je me rappelle, j'ai 20... Non, 20 ans. 20 ans. 20 ans. Donc à 20 ans déjà, tu es déjà dans cette projection de ton avenir en disant, j'ai parce toujours que- été dans la projection parce de que mon avenir visibilité. très loin. C'était que de pour la ça. boxe. Les Jeux Olympiques, c'était que pour que ça me serve de tremplin. Je me suis dit comme ça, je vais me faire énormément de contacts. Et moi, j'avais l'ambition d'ouvrir une entreprise, de faire une très grosse entreprise, etc. Donc, le but, c'était d'avoir les contacts nécessaires pour que ce soit un tremplin dans ma vie professionnelle qui n'était pas censée être D'accord. une vie de boxeuse, qui était D'accord. censée être une vie d'ingénieur. Ingénieur, d'accord. En même temps, tu suivais la lignée des parents, tout ça. C'était ça aussi. en même Voilà, temps. c'était ça Ouais, en On fait. est souvent influencé par quelque chose. Hein, et souvent, les parents sont. Et mes parents Sans le m'ont modèle, complètement ouais. influencé. Mes D'accord. parents étaient des personnes qui ont fait des grandes études. Donc, pour moi, c'était logique de faire des études. Peut-être pas aussi longues que mon papa, quand j'ai Ouais, vu surtout ouais. que parfois on fait de longues études Et et ça que n'aboutit pas, ça forcément. n'aboutit pas. Mais d'avoir un juste milieu. Donc, 5 ans, c'était mon juste milieu. Et mon objectif, c'était 2012 et puis j'arrête. Et surtout que 2012, faut savoir que j'étais en plein dans mon cursus d'école d'ingénieur. Ouais. Donc, je me suis dit, quand j'ai pas pu me qualifier, c'est la cata. Comment je vais faire? C'était pas le plan. Les plans ne se passent jamais comme prévu. Ouais. Tu sais ce qu'on dit, hein, tu connais l'expression qui dit l'homme fait des plans et Dieu sourit. Donc forcément. C'est complètement. Et c'est ça, c'est ça. Et le plan qu'on fait n'est pas le même. Et puis on prévoit de faire des choses, et puis finalement ça aboutit pas forcément. Mais le plan B qui s'impose par lui-même devient le plan principal. Et finalement, à la fin de compte, on se dit, mais heureusement, parce que c'était pas ce que j'avais prévu, mais j'ai rencontré d'autres personnes, j'ai fait d'autres trucs, j'ai compris d'autres choses, j'ai vu la vie différemment, et finalement, ça me convient aussi, je me suis adapté. Oui, tout à fait. Et je pense que finalement, c'est le plan B qui est le plan A. Ouais. Et il n'y a pas de plan A ou de plan B, il y a un plan, et on s'adapte en fait. Voilà, il y a un plan et il y a un chemin, et il faut rebondir de la bonne façon face à ce qui est l'épreuve, parce que ça a été mon épreuve. Ouais. Mais il ne faut pas passer, il faut savoir l'analyser. Ouais. Ça fait partie en fait du chemin qui va t'amener à ton objectif. Pardon. Et pour en venir à un côté plus boxe, là on a parlé un peu de tout ce qui est autour. Donc tu me disais que quel est ton style, toi? C'est quoi ton style de boxeuse? Comment tu t'estimes? Une boxeuse bagarreuse? T'es une boxeuse styliste? Je pense que je suis une boxeuse styliste, et peut-être qu'à certains moments, ça s'est un peu perdu parce que il fallait gagner absolument. Surtout quand je suis rentrée dans le côté professionnel, voilà, fallait juste gagner, fallait un peu la castagne. Avoir une carrière
quelque chose qui s'enchaîne, mais qui a un sens, où on n'a pas de défaite, etc. Et je me suis peut-être parfois un peu éloignée Mis de la ce côté pression. styliste. Ouais. Où tu as l'impression que pour gagner le combat, il faut être un peu plus offensive et forcément qui va à l'encontre de ton style de base. On s'adapte encore une fois. Oui, on s'adapte exactement. Et puis aussi, en professionnel, il faut savoir que j'ai pas été professionnelle longtemps par rapport à la carrière amateur, mais Ouais. je trouve que par rapport à ce peu de temps, j'ai changé beaucoup d'entraîneurs. Ouais. Et ça permet pas aussi d'asseoir une méthode et une façon de travailler quand tu as un entraîneur juste 2 ans et qu'après tu changes. Je pense qu'il faut du temps aussi pour développer des choses. Et ça m'a éloignée de celle que j'étais au départ parce que je considère qu'au départ, je suis une styliste et que les personnes qui m'ont accompagnée sur le début de ma vie de boxeuse Ouais. m'ont formatée comme ça. J'ai vu une transition, moi. Tu as commencé à t'entraîner avec Virgil Hunter à un moment. Et le combat qui a suivi derrière, je crois que tu avais rencontré une Française. J'avais écrit le nom. Et je crois que tu avais rencontré une Française et j'avais vu la différence. Je te trouvais un peu... quand tu es passé pro, je te trouvais encore un peu style un peu amateur. Beaucoup en antéro-postérieur sur les jambes et beaucoup un peu, pas brouillon, mais beaucoup de coups. Ouais. Tu vois. Et quand tu as commencé à travailler avec Virgil Hunter, je crois que tu t'entraînais pas très longtemps avec lui, hein, je crois. Oui, Hein. pas énormément. Bah, Mais j'ai eu l'impression qu'il y a eu un impact, Mhm. notamment avec ce bras avant un peu tendu. Oui. C'était un style un peu particulier. Et j'ai vu et ça rejoint ce que tu viens de dire. Comme tu as traversé une carrière de boxeur intéressante et prolifère, mais tu as rencontré aussi plusieurs entraîneurs qui t'ont apporté, qui t'ont impacté aussi de leur façon de travailler. Et à chaque fois, c'est pas facile non plus, hein, parce que tu as été capable de reproduire ce qu'ils te demandaient. Tu vois. Et j'ai vu la différence là. Est-ce que toi, tu as senti la différence? Est-ce que tu as senti que ça t'a fait du bien? Tous les entraîneurs que tu as pu rencontrer jusque-là, est-ce que tu as eu l'impression qu'ils t'ont apporté quelque chose, ou tu as été déstabilisé, ou ça t'a fait peut-être perdre un peu de ton style de base? J'ai pas été déstabilisée, mais il faut plus de temps pour développer quelque chose. Il se trouve qu'avec Virgil Hunter, il y avait. Virgil Hunter est un très bon entraîneur, mais il nous donne une façon de boxer. Il s'imprègne pas vraiment de la Ce que façon tu es. dont on boxe. Voilà. D'accord. Il impose son style. Voilà, il impose son style et on suit. Alors oui, c'est une bonne façon de boxer. Il y a eu des champions avec ça, mais moi, j'étais contente d'arrêter avec lui parce que je pense qu'on peut aussi s'imprégner de la façon de boxer des boxeurs. Pour moi, on doit le faire. Maintenant, quand on a un boxeur depuis très jeune, voilà, lui, en l'occurrence, il a eu un boxeur depuis très jeune qui a réussi, mais il a eu depuis très jeune. Donc, il a imposé sa façon de boxer. Il a formaté, il a formaté depuis qu'il est petit. Nous, on arrive, on a déjà un certain âge, on a déjà nos victoires. Il faut quand même avoir cette capacité de s'imprégner du boxeur, pour pas qu'il se sente un peu dénaturé quand il monte sur le ring. Parce que pour le coup, oui, il fallait que j'applique des choses qu'il m'avait dit de faire, qui sont des bonnes choses, qui techniquement sont des bonnes choses, mais il y a la part de plaisir, il y a la part d'instinct aussi quand tu es sur le ring. Mais quand on fait à l'entraînement tout pour enlever tout ce truc naturel, du coup, l'instinct, c'est naturel. Et le plaisir que tu vas éprouver à sortir des choses comme ça, venues nulle part, c'est des choses naturelles, tu vois. C'est vrai. Et j'ai pas vraiment eu l'occasion de le développer à l'entraînement parce que fallait boxer comme ça, baisser la tête. Voilà. Une femme comme toi, je ne vais pas dire une fille, une femme comme toi avec ton tempérament, comment as-tu géré ça? J'étais dans la rigueur, il fallait que je m'entraîne. Il faut savoir que quand je m'entraîne avec Virgil Hunter, je reviens de deuxième grossesse. D'accord. Donc, deuxième grossesse, je reviens il y a eu la première grossesse déjà, et après, rapidement, je suis enceinte du deuxième. En fait, j'étais souvent dans une phase de retour. Tu es dans une phase de retour, tu appliques ce qu'on te dit, et puis tu fais en sorte que ça se passe bien sur le ring. Mais j'étais pas pleinement convaincue de tout ce que je faisais. D'accord. Franchement, j'étais pas pleine. J'y allais parce que c'est comme ça, il n'y avait pas le choix. Ouais. Familialement parlant, j'ai eu un entraîneur par défaut. Parce que Tony a décidé de partir, on était ensemble. Donc ça permettait d'être ensemble. Voilà, exactement. J'ai pas eu le choix. C'est dur ce que tu dis, parce que ça veut donc dire que tu as ton deuxième enfant, tu es compétitrice, tu combats, et l'entraînement ne te convient pas.
tu sens que tu n'es pas en phase, mais c'est un choix familial. Oui. Tu vois, parce que les enfants sont là. Ouais. Tu es avec Tony, donc vous êtes tous ensemble. Et c'est un vrai sacrifice, en fait. Là. Ouais. Tu vois, de se dire que je sacrifie la qualité de l'entraînement parce que j'estime que l'entraîneur qui est là, ben, il ne fait pas développer ma tactique à moi, mais il m'impose sa tactique qui ne me convient pas. Et je fais quand même le choix de rester parce que ma famille, parce que mon mari, parce que mes enfants et parce que c'est plus facile pour nous. Ouais. Donc c'est un vrai... Et comment tu gères ça, toi? Bah, Tu fais ton mec mal? On le fait. On fait pas le choix. Voilà, tu l'as fait, il n'y avait pas le choix. Et puis, ça prouve encore la force de caractère, en fait. Hein, et ça, je pense que c'est lié aux femmes. Une femme peut faire ça. Un homme aura du mal à faire ça. L'homme est un peu plus individualiste. Je ne vais pas faire de psychologie de comptoir, hein, mais c'est vrai, mais l'homme est peut-être un peu plus individualiste. Une femme est capable pour la famille, est capable de faire beaucoup de sacrifices, notamment celui-là, parce que c'est un sacrifice qui est lourd quand même. Ouais. Parce que tu parlais toi-même tout à l'heure de la dangerosité de monter sur le ring et de boxer, surtout dans le rang professionnel. Et quelque part, tu te mettais un peu en danger pour ta famille, en fait. Tu vois, pour pouvoir passer du temps avec la famille, tu risquais pas de perdre les combats, mais de te mettre en difficulté, justement par choix familial. C'est noble aussi, hein, quelque part. Hein. Avec le recul, qu'est-ce que tu penses de tout ça? C'est passé, certes, tu vois, ça t'a forgé quelque part. Les choses qui sont arrivées, et que si ça s'est passé comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça. Maintenant que j'ai la possibilité de faire les choses pleinement, c'est là où il ne faut pas que je fasse d'erreur. Je suis revenue ensuite en France. J'ai eu la possibilité de faire mes propres choix par rapport à moi, ce qui me convenait moi personnellement. Et je trouve que j'ai fait les choix justes à ce moment-là. Quand j'ai eu la possibilité vraiment de le faire, sans penser aux à côté, je l'ai fait. Kamel, c'est mon choix. Kamel, c'est mon choix. La décision de refaire les jeux, tout ça. C'est ton choix. Ça, c'est mes choix. Et quand c'est des choix vraiment personnels, on voit que je trouve que la progression est beaucoup plus lisible. Et bon, à part s'il y a un parcours, un obstacle sur le parcours, comme ça a été le cas avec ma blessure, mais je me suis qualifiée tout de suite pour les Jeux. Je suis revenue alors que, voilà, personnellement parlant, c'était des moments compliqués quand je remonte sur le ring avec Kamel en professionnel. Et pourtant, je remonte sur le ring. Je pense que je fais un bon combat. C'était à Dubaï. Et voilà, et il y a une progression constante. Après, je prends la décision de faire les Jeux. Je me qualifie tout de suite. Je me qualifie tout de suite alors que ça n'a rien à voir, la boxe olympique et la boxe professionnelle. Donc, même si j'ai pas eu les victoires que je voulais, j'ai pas gagné les Jeux, j'ai pas eu le gros titre en pro, mais quand on regarde dans le détail et qu'on connaît la discipline, la progression a commencé à se faire. Et Kamel, aujourd'hui, entraîne en équipe. On s'est un peu éloigné. J'ai un nouvel entraîneur. Et je trouve que la progression continue à se faire. D'accord. Et à partir de ce moment-là, c'est que je suis dans... Ouais, c'est important. C'est que oui, je suis sur la bonne voie. Donc finalement, je retrouve ce que j'étais avant 2016. La progression s'est faite petit à petit. Hein. J'ai commencé la boxe à 12 ans, je rentre en équipe de France à 17 ans. Pourtant, je gagne les gens en 2024. Enfin, en 2024, à 24 ans, pardon. 24 Donc les choses prennent un peu de temps à se construire. Mais quand c'est nos choix, quand on ne se voile pas la face, on trouve vraiment en fait, le bon compromis entre ce qui est bon pour nous, les personnes avec qui on peut s'entourer, s'entraîner. Il y a aussi cette part-là de sensibilité avec les gens qui est importante, surtout dans un sport comme la boxe, un sport individuel. Quand on fait les bons choix, voilà, la progression se fait, elle est constante. Elle est logique, elle est constante, elle est logique, régulière. Et puis elle peut nous amener justement aux grandes victoires. J'ai l'espoir que ça m'amène vers ces grandes victoires. En tout cas, j'ai cette confiance-là parce que je trouve que jusqu'à présent, je fais les bons choix. Quand on regarde ton parcours, on arrive au terme, hein, il y a encore 2 autres questions, mais on regarde ton parcours, on se rend compte que tu as su t'adapter à chaque fois. C'est ça la boxe. Hein. On fait un plan, ça ne se passe jamais comme prévu, mais c'est la capacité qu'on a de s'adapter aux différentes situations, aux différents obstacles qui fait qu'on réussit ou pas. Tu as su t'adapter à chaque fois et tu finis par une phrase importante, tu dis que c'est tes choix. Tu assumes tes choix. On ne sait pas s'ils sont bons ou mauvais, mais ce sont tes choix. Et à partir du moment que tu les assumes, ils sont bons. Parce que quoi qu'il se passe,
Le cas du Virgil Hunter, c'est un choix que tu as fait, mais il t'a quand même apporté des petites choses. Oui. Pas au-delà de ce que tu espérais, mais tu as toujours chopé des choses à chaque fois Complètement. qui te permet d'être la femme et la mère de famille que tu es aujourd'hui. Et c'est ça qui est important, Ouais, en fait, tu vois. ouais. Et donc, et l'aventure est pas encore terminée, tu vois, mais c'est vrai. Ouais. Et donc, ça nous pose, je dirais, à la question de, tu as dit quand tu es rentrée, tu as fait plein de choses. Estelle Moselli, qu'est-ce qu'elle sait faire d'autre que boxer? Alors, il y a une multitude de choses qui sont liées à la boxe, mais prends les 5 secondes à réfléchir et te dire que effectivement on me connaît tant, on me connaît comme ça, mais qu'est-ce que tu aimes et qu'est-ce que tu sais faire d'autre que tout ce dont tu nous as parlé Et je sais jusqu'à faire présent? plein de choses. C'est ça? C'est ça? Je te fais des bons gâteaux si tu veux. Ah, Alors, je c'est sais très super bien. bien cuisiner. Ah, Mais je prends beaucoup de plaisir à le faire d'ailleurs. C'est un peu quand je suis trop en stress, il y a trop de trucs qui m'énervent. ça te Je détend? me mets dans ma cuisine. Ça me détend. D'accord. Qu'est-ce que je sais faire d'autre? C'est vrai que ça a rythmé ma vie. Et c'est là où on se pose, on se dit, ah, je vais bientôt y mettre un terme. J'espère que ça va pas être trop brutal dans ma tête quand j'y mettrai un terme. Mais je garderai toujours un pied dedans parce que j'ai commencé la promotion, c'est quelque chose qui me plaît. Ouais. Voilà, entreprendre, c'est quelque chose qui m'a toujours parlé. Donc, j'ai toujours dit, j'ai fait mes études pour ouvrir mon entreprise, pas pour travailler dans une boîte. Donc, c'est ma nature quelque part. Je chante. Tu savais que je chantais? Ah non. Je Ah non, je savais pas. la C'est vrai, chansonnette c'est de temps vrai. en temps. Pas que sous la douche alors, comme que tout le monde. sous la Ah, douche. c'est super. Non, Mais tu vois? c'est des choses c'est moi. C'est juste D'accord. moi, c'est Ah, mais naturel. c'est très bien ça. C'est Parce que quand on est comme boxeur, ça. on a l'impression qu'on sait que boxer. C'est pas vrai. Ouais, c'est vrai. Non, Avec, il faut avec ce creuser. sport de fou, on développe tellement de qualités que finalement, on oublie même de savoir que, et de se rendre compte qu'on sait faire une On sait multitude de faire choses, des en fait, plein de choses. Et c'est bien. complètement. On Donc sait le faire chant, des la choses. cuisine, Le c'est chant, pas la mal ça. cuisine, tu vois, ça ouvre des portes quand même. C'est très bien. C'est très bien. Mais cela dit, l'expérience m'a montré que parfois, il faut aussi savoir rester dans son Dans son domaine. J'ai fait des trucs farfelus parfois. J'ai ouvert un salon de coiffure. Rien à voir avec la coiffure, mais je l'ai fait. T'as essayé au moins. J'ai essayé, voilà, j'ai ouvert et puis j'ai fermé. mais ce que je maîtrise réellement, c'est la boxe. Le sport de niveau, je le maîtrise. Pour le coup, j'étais boxeuse, plus haut niveau amateur, plus haut niveau professionnel. Donc, j'ai vu un peu toutes les facettes de cette discipline. Tu vois, j'ai même voulu être présidente, donc j'ai vu toutes les facettes de cette discipline, tu vois, promotrice. Donc, je vais garder un pied dedans. Je vais garder un pied dedans parce que ça serait bête de tourner la page complètement et de me dire toute cette expérience-là, qu'elle soit elle va pas perdue. servir. Bien sûr, et bien sûr. Bah oui, donc je garderai un pied dedans. Et c'était dans ce sens-là aussi que tu avais voulu ton engagement politique au sein de la fédération. C'était ça aussi pour retransmettre et pour donner. Et j'avais trouvé ça noble. Et c'est ça, cette envie de vouloir transmettre, de vouloir évoluer, faire changer les choses, c'est ça aussi, quelque part. Et je dirais que, pas la sortie, parce que c'est un terme que j'aime pas trop, parce que tu seras toujours dans la boxe de toute façon, avec toutes les casquettes que tu as. Et c'est pas une sortie, mais c'est une transition qui est logique et qui est noble, je dirais. Tu vois, l'envie de dire ce sport m'a tellement apporté que finalement, je serais pas ingénieur. Dans autre chose. Peut-être, on sait pas. Oui, on sait pas. Avec toi, on sait jamais maintenant. C'est vrai. En tout cas, je pourrais faire autre chose. Et surtout, s'offrir, tu as dit, le champ des possibles il est à l'infini, quoi. Ouais. On peut faire plein de choses. Tant qu'on a la volonté, on a envie de travail, le travail, c'est ce que je dis à mes enfants tout le temps. Le travail, et puis surtout être capable de bien s'entourer, on peut faire des choses exceptionnelles. C'est ce que tu as fait jusqu'à présent. Oui, je suis d'accord avec toi. La dernière question, Estelle. Il faudrait que tu regardes la caméra et que tu dises à moi aussi, c'est vrai, parce que c'est moi qui suis face à toi, mais aux gens qui vont écouter ce podcast, que tu aimerais que tu nous expliques, que tu leur expliques quelle image que tu aimerais leur montrer, quelle image les gens qui te suivent, les fans, les admirateurs, admiratrices, de quelle image que tu aimerais qu'ils aient d'Estelle Moselli. Ils t'ont connue en tant que compétitrice, combattante, boxeuse, et on l'a dit, tu as plein de casquettes. Comment tu aimerais que les gens te voient au quotidien, là, maintenant, dans le futur? Comment j'aimerais que les gens me voient? Alors, j'aimerais que les gens me voient comme une combattante. Mais combattante, je le suis sur le ring, mais en dehors aussi. Combattante de la vie, finalement. Une femme qui montre le champ des possibles aux gens, qui montre qu'une femme peut combattre.
Ça, c'est important pour moi. Cet aspect et ce rapport aux femmes, il est très présent chez moi et c'est quelque chose que je continue à développer, que j'ai envie de développer davantage. Parce que oui, une femme est combattante, je pense, de naissance. On est combattante quand on accouche, on est combattante face aux difficultés de la vie. Dans nos familles, on est combattante. Et j'ai poussé le bouchon un peu plus loin parce que j'ai été combattante sur le ring, mais je pense qu'une femme de base n'est combattante. J'ai envie qu'ils me voient comme une championne parce que finalement, j'ai eu de grandes victoires. J'espère que j'en aurai encore d'autres dans ma discipline. Une travailleuse, ça c'est important parce qu'on n'a rien sans rien. On n'a vraiment rien sans rien. Le travail, la rigueur, je pense que c'est la base de toute réussite et c'est ce qui nous amène et nous, à la fois nous fatigue mais nous plaît dans le cheminement vers la réussite. Et comme une femme engagée, parce que je pense que tous mes combats, je les ai menés au départ parce que j'avais envie, voilà, de prendre une revanche sur la vie, de montrer, de transmettre à certains moments. Et tous les combats que je continuerai à mener, ça sera dans ce sens-là. Ça sera dans le but d'avoir une portée un peu plus large que juste moi et ma personne, mais que ça serve à d'autres personnes et que ça me permette aussi, moi, de réaliser des choses qui touchent un public beaucoup plus large. D'où le fait aussi de vouloir boxer au Congo avant la fin de ma carrière. Ça, c'était vraiment important parce que voilà, je pense que j'ai peut-être aussi inspiré certaines personnes ici en France, mais je pense que je peux le faire de façon bien plus large. Et rien de mieux que de commencer par ses origines pour le faire. Bravo Estelle, merci pour ces mots qui sont pleins de sincérité et je dirais de profondeur parce que ça montre aussi la personne que tu es. J'ai préparé ce podcast en regardant un peu ce que tu avais dit et puis de connaissant aussi ce que tu avais dit auparavant. Et à chaque fois, il y a toujours eu de la sincérité dans ce que tu disais. Alors, les gens qui parlent, ils disent ce qu'ils ont à dire, mais on sent la personne, quand tu parles d'engagement, on sent la personne engagée et qui va jusqu'au bout des choses. Et ça, c'est très important. Merci en tout cas pour ta présence. Merci à toi. Bonne préparation à toi. Merci. Et bon combat, bon courage. Ouais. On sait que ça va bien se passer. On aimerait, on en parlait, dédier ce podcast tout particulièrement à notre ami Karim de la Plaine Faudil. Karim Faudil qui nous a quitté un peu. Donc ce podcast lui est dédié un ami, avant tout un frangin, et qui nous a quittés. Donc on aimerait lui dédier ce podcast. Merci Karim, merci pour tout. Merci pour tout Karim. On pense à toi, toujours. Toujours. Jusqu'au dernier combat. Exactement.